Il est des images qui s'impriment sur la rétine d'un peuple pour ne jamais s'effacer. Je vous invite à visualiser cette silhouette familière, presque sacrée dans notre mémoire collective. Une salopette rayée de bleu et de blanc, large comme une voile. Un t-shirt jaune, éclatant comme un soleil d'été. Et ce nez, rond et rouge, posé au milieu du visage comme une cerise, ou peut-être comme une blessure maquillée. Pour beaucoup, ce n'était qu'un déguisement de cirque, une farce pour amuser les foules. Mais je vous le dis, ne vous y trompez pas. Cette tenue n'était pas un costume, c'était une armure de guerre. C'était l'uniforme choisi par un homme qui avait décidé de monter au front sans autre arme que sa verve, pour hurler tout haut ce que la France d'en bas murmurait tout bas, la gorge serrée par la pudeur et la misère. Je me souviens de lui, assis face aux caméras, face à ces hommes de pouvoir, aux costumes gris et aux paroles lisses. Il ne cherchait pas à plaire. Il ne cherchait pas la lumière pour briller, mais pour éclairer les zones d'ombre. Il a prononcé cette phrase, tranchante comme un diamant, qui définit à elle seule la noblesse de son âme. Je ne suis pas un nouveau riche. Je suis un ancien pauvre. Entendez-vous la puissance de cet aveu? Le nouveau riche veut oublier d'où il vient. L'ancien pauvre, lui, fait de son passé une boussole. Il n'a jamais trahi le gamin qu'il était. Et c'est là tout le mystère que nous allons explorer ensemble. Comment un enfant de Montrouge, un orphelin destiné par les statistiques à l'usine ou à la délinquance, a-t-il pu déjouer le destin? Comment a-t-il réussi, par la seule force de son indignation et la magie de son humour, à devenir bien plus qu'une star, la conscience morale d'une nation tout entière? Ce récit n'est pas celui d'un clown, c'est l'histoire d'un alchimiste. Je vous invite maintenant à passer derrière le rideau, à rencontrer l'homme derrière le nez rouge. Celui qui a eu l'audace suprême de transformer sa propre douleur en un remède pour nous tous. Pour comprendre la hauteur de l'arbre et l'envergure de ses branches, il faut d'abord goûter la terre qui a nourri ses racines. Je vous emmène dans le Montrouge de l'après-guerre. Imaginez un monde en noir et blanc, une banlieue grise, où le ciel semble peser un peu plus lourd sur les épaules des hommes. C'est là, dans ce décor de briques et de pavés, que grandit le petit Michel. Il porte en lui une absence, un vide immense qui sculpte son âme dès le premier âge. Celle d'un père parti trop tôt, avalé par la mort, alors que l'enfant savait à peine marcher. Il reste Monique, sa mère, une femme courageuse, une fleuriste, qui se bat contre les épines de la pauvreté pour offrir un peu de lumière à sa famille. Elle est l'amour, mais elle est aussi le labeur incessant. Michel, lui, regarde le monde par la fenêtre de l'exclusion. Très vite, il sent que la société est un banquet auquel il n'a pas été convié. L'école, avec ses rangs serrés et ses règles rigides, ne veut pas de cet esprit trop vaste pour tenir dans les marges d'un cahier. Le système le rejette, et en retour, il rejette le système,
Il traîne, il erre, il fait les 400 coups, cherchant sa place dans un monde qui lui demande de se faire tout petit. C'est dans ce terreau aride que germe sa révolte, un refus viscéral, presque épidermique, de toute autorité qui s'impose sans justice. Mais au cœur de cette solitude, une révélation l'attend. C'est une découverte qui va changer le cours de son destin, et par ricochet, le nôtre. Dans la rue, cette école sauvage, Michel comprend qu'il possède un don, une magie invisible. Face au caïd qui règne par la force, face à la violence qui menace de le briser, il dégaine une arme inattendue, le rire. Il s'aperçoit que celui qui rit ne frappe pas. Le rire désarme les poings serrés. Et plus tard, face aux filles, lui qui se juge disgracieux, qui ne se sent pas digne d'être aimé pour son visage, il comprend que l'humour est un filtre d'amour. S'il les fait rire, il existe. S'il les fait rire, il devient beau. Alors, il commence à sculpter son personnage comme un artisan façonne l'argile. Il comprend une vérité fondamentale. Pour être entendu quand on vient d'en bas, il ne suffit pas de parler. Il faut tonner. Il faut être plus bruyant, plus vivant, plus drôle que le silence qu'on veut vous imposer. C'est ainsi que naît sa grossièreté. Ce n'est pas de la vulgarité. Je vous prie de saisir la nuance. C'est une stratégie de survie. C'est un grand coup de pied dans la porte fermée des convenances bourgeoises. Il choisit les mots crus pour briser la glace, pour choquer les âmes endormies et les forcer à le regarder. Il ne cherchait pas simplement à réussir dans la vie, à accumuler des titres ou des richesses. Il voulait réussir sa vie. Il voulait être libre, quitte à tout bousculer sur son passage, transformant sa rage de vivre en un éclat de rire monumental. Nous voici arrivés à l'aube des années 80. Imaginez un homme au sommet de la montagne. Coluche est là, baigné par la lumière crue des projecteurs, adulé par les foules. Il a tout ce que le monde promet aux vainqueurs. La gloire, l'argent, la reconnaissance. Pourtant, si vous écoutez le silence entre ces éclats de rire, vous entendrez un soupir. Il s'ennuie. Il sent que son art, s'il ne sert qu'à divertir, tourne à vide. Il comprend que l'humour sans amour n'est qu'un bruit de cymbales, et il cherche une mélodie plus profonde. C'est de ce vide fertile que naît un geste fou, une bravade lancée à la face du ciel et de l'État. Il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Au départ, je vous l'assure, ce n'était qu'une farce, une immense blague potache. Il se proclame le seul candidat qui n'a aucune raison de vous mentir. Il veut simplement secouer le cocotier, mettre un nez rouge sur la grisaille politique. Mais voilà que l'histoire nous joue parfois des tours surprenants. La blague cesse d'être drôle pour ceux qui détiennent le pouvoir. Elle devient une vérité brûlante pour le peuple. Une étrange alchimie se produit. Les sondages s'affolent. On parle de 16% des intentions de vote. Le bouffon n'est plus un amuseur. Il devient une menace réelle pour les rois. Il devient le porte-voix de tous ceux
qui ne se sentent plus représentés, de tous ceux qui sont invisibles. C'est alors que le ciel s'assombrit. Coluche entre dans la tempête. Le système, cette machine froide et implacable, se réveille pour broyer l'intrus. Je vous invite à ressentir le poids qui s'abat sur ses épaules. Les rires se figent. Il reçoit des menaces de mort, des lettres anonymes, des avertissements glissés dans l'ombre. Les médias se ferment. Les amis s'inquiètent. Il découvre alors une émotion terrible qu'il n'avait jamais connue sur la scène. La peur physique. Et pire encore, la solitude absolue du leader. Il est acclamé par des milliers de personnes. Et pourtant, il est seul face à son miroir. Seul face à la violence d'un monde qui refuse de changer ses règles. Il réalise qu'il a mis le doigt dans un engrenage qui risque de lui broyer l'âme. Cette épreuve fut sa traversée du désert. Il a vu le visage grimaçant du pouvoir, de trop près. Il a compris une leçon essentielle, une sagesse amère mais nécessaire. La politique traditionnelle est une citadelle verrouillée. Il comprend que s'il devient président, il cessera d'être Coluche. Il devra porter le masque du sérieux et du compromis. Alors, avec une lucidité qui force le respect, il se retire. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à soi. Il comprend que pour changer les choses, il ne faut pas devenir le chef, il ne faut pas prendre le trône. Il faut rester ce miroir déformant et magnifique qui oblige la société à se regarder en face. Il sort de l'arène brisée, certes, fatigué par la violence des hommes. Mais il est désormais riche d'une connaissance nouvelle. Son pouvoir n'est pas dans les urnes, il est dans les cœurs. Après le vacarme de la campagne présidentielle, après les clameurs de la foule, le silence est retombé sur la vie de Coluche. Mais ce ne fut pas un silence apaisé, ce fut un silence lourd, peuplé d'échos douloureux. C'est une loi universelle. Lorsque l'on monte trop haut, trop vite, sans prendre le temps d'ancrer son âme, la chute est inévitable. Je vous parle ici d'une période où le clown a cessé de rire. Son mariage s'est brisé, emportant avec lui une part de son innocence. L'homme invisible, celui qui portait sa salopette comme une armure, s'est retrouvé nu. Je ne vous raconte pas cela pour juger ses errances, ni pour détailler les paradis artificiels dans lesquels il a cherché refuge. Ces brumes toxiques n'étaient que des tentatives désespérées pour combler un vide immense. Je vous en parle pour que vous voyiez son humanité à vif, car même les géants saignent. Il y a un témoin immuable de cette souffrance. C'est un film, Ciao, Pantin. Si vous avez vu ce film, vous savez que Coluche n'y joue pas la comédie. Il a troqué le jaune éclatant pour un imperméable beige, terne comme un jour de pluie sans fin. Ce regard fatigué, ses épaules voûtées sous le poids du monde, ce n'était pas une performance d'acteur, c'était une confession. Il ne jouait pas la tristesse, il l'habitait. Le monde du cinéma l'a applaudi
lui a offert un César, cette statuette dorée et froide. Mais je vous le demande, que pèse un trophée quand le cœur est en chantier? Il avait tout ce que les hommes poursuivent aveuglément: l'argent, la gloire, la reconnaissance des critiques. Et pourtant, il se sentait plus vide que jamais. C'est le moment crucial que traversent tous les héros véritables: la mort de l'ego. Il a dû comprendre, dans la douleur, une vérité essentielle. L'accumulation de biens, les succès, les applaudissements ne sont que des pansements dérisoires. Ils ne peuvent pas guérir la blessure originelle du petit orphelin de Montrouge. On ne console pas l'enfant intérieur avec des billets de banque. Mais n'ayez crainte, car cette descente n'était pas une fin, c'était une mue. C'est souvent lorsque nous touchons le fond que nous trouvons le sol ferme pour rebondir. Dans cette obscurité, une petite lueur a commencé à vaciller. Coluche a réalisé que s'il ne pouvait pas sauver son âme en se regardant le nombril, peut-être pourrait-il la sauver en tendant la main. Il a compris que la seule façon de faire taire ses démons était de s'occuper de ceux des autres. Cette période de ténèbres, aussi effrayante fut-elle, était nécessaire. Elle était le terreau fertile, la terre noire et riche, d'où allait jaillir sa plus belle fleur, sa plus grande idée. La nuit allait bientôt accoucher de la lumière. Je vous emmène maintenant vers un instant de grâce suspendu dans le temps. Nous sommes le 26 septembre 1985. Coluche est assis derrière un micro dans les studios d'Europe 1. Il ne porte pas de costume de scène. Il n'a pas préparé de discours savant. Il ouvre la bouche et prononce ces mots, simples comme du pain. J'ai une petite idée comme ça. Là, il ne fait pas de politique, il fait bien mieux. Il fait de la logistique du cœur. Il lance les restos du cœur. Observez la beauté de ce geste. Coluche refuse la charité qui regarde de haut, celle qui demande des papiers, des justifications, celle qui humilie en donnant. Il invente la solidarité directe, la fraternité immédiate. Sa philosophie tient en 2 mots. Tiens, mange. Il ne demande pas qui es-tu, ni quelle est ta religion, ni pourquoi as-tu échoué. Il voit une main tendue, il y dépose un repas. C'est une révolution humaniste. Il nous rappelle que la faim n'a pas de visage, elle n'a qu'un estomac. Il remplace les longs discours administratifs par la chaleur d'une soupe. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui, au cœur de ce 21e siècle trépidant, que pouvez-vous garder de ce clown au grand cœur? Quel héritage pouvez-vous planter dans votre propre jardin? Le premier enseignement est celui de l'authenticité radicale. Coluche nous a offert une distinction précieuse. Il disait « La grossièreté, c'est le cul. La vulgarité, c'est les chiffres. » Je vous invite à méditer là-dessus. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent piégés
dans le labyrinthe des miroirs déformants. Nous polissons nos images sur les réseaux sociaux. Nous filtrons nos vies pour plaire à des algorithmes froids. Nous sourions quand nous avons envie de pleurer. C'est cela, la véritable vulgarité. C'est le calcul. C'est le mensonge élégant. Le conseil que je vous donne, au nom de sa mémoire, est d'oser être vrai. Osez être rugueux comme une pierre brute, plutôt que lisse comme du plastique. Ne craignez pas d'être maladroit, ou même un peu grossier, si c'est le cri de votre vérité. Dire ce que l'on ressent, sans phare, vaut mieux que toutes les politesses hypocrites du monde. Soyez vous-même, sans excuse. Le second trésor qu'il nous laisse est le pouvoir du faire. Nous vivons une époque d'anxiété. Face aux tempêtes climatiques, aux injustices sociales, nous nous sentons souvent paralysés, écrasés par l'ampleur de la tâche. Nous débattons sans fin sur Internet. Nous partageons des indignations, mais nos mains restent immobiles. Coluche nous enseigne l'intelligence du cœur. Il ne s'est pas demandé s'il pouvait sauver le monde entier. Il a commencé par remplir un camion. Il n'a pas attendu la permission des puissants, ni le plan parfait. Alors, je vous le dis doucement, ne restez pas figés. Transformez votre indignation en mouvement. N'attendez pas de pouvoir tout changer pour commencer à changer quelque chose. Aidez une seule personne aujourd'hui. Sourire à son voisin. Partagez ce que vous avez. A infiniment plus de valeur que 1000 opinions exprimées dans le vide. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. Le secret n'est pas de penser au bien, mais de le faire. Tout chant a une fin, mais la mélodie, elle, ne meurt jamais. Sur une petite route du sud, sous la lumière crue d'un mois de juin, le bruit du moteur s'est tu brutalement. L'homme s'est effacé. Mais je vous invite à ne pas voir cet instant comme une tragédie, mais plutôt comme le moment ultime où le clown a tiré sa révérence pour laisser toute la place à la légende. Le corps est parti, oui, mais l'écho de son rire résonne encore contre les murs de nos indifférences. Michel est mort, mais Coluche est devenu un souffle. En regardant en arrière, que voyons-nous? Nous voyons la preuve éclatante qu'un seul individu, armé seulement de l'insolence de son humour et de la grandeur de son amour, peut faire plier la fatalité. Il a démontré que l'on peut être petit par la taille et géant par l'esprit. Il a laissé une empreinte indélébile sur l'âme de ce pays, une marque au fer rouge et or. L'idée que la solidarité n'est pas une option facultative, ni une corvée triste, mais un devoir joyeux. Il nous a appris que tendre la main est la façon la plus noble de se tenir debout. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous faire une dernière demande. Souvent, j'entends les gens soupirer en demandant « Où est le nouveau Coluche ? Quand reviendra-t-il »
Je vous en prie, ne scrutez pas l'horizon en attendant le retour d'un messie en salopette. Ne cherchez pas un autre sauveur à l'extérieur. Cherchez plutôt la part de Coluche qui sommeille en vous. Trouvez, dans le secret de votre poitrine, cette étincelle qui refuse l'injustice. Réveillez cette petite voix qui ose dire non quand le monde devient dur et qui sait rire aux éclats face à l'adversité. Le véritable héritage de l'homme au nez rouge n'est pas dans les archives de la télévision. Il est dans votre capacité à aimer et à agir ici et maintenant. Soyez, à votre tour, le clown qui répare le monde. Merci d'avoir pris ce temps pour voyager à travers la vie de ce poète de la rue. Que son insolence et sa tendresse vous accompagnent. À très bientôt.